L'économie togolaise dans un contexte mondial tendu, c'est le thème du New World Forum de cette semaine. Notre invité, professeur Maouli Kodjovi Kouchoro, il est économiste, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'université de Lomé. Professeur, merci de rester avec nous. Merci. Et cette seconde partie, c'est animé avec les téléspectateurs qui sont très nombreux déjà à vous écrire sur le plus 228 96 46 10 31. Je commence tout de suite avec Richard Tagba qui nous rejoint aujourd'hui. Je salue votre invité. Si aujourd'hui les prix ont doublé pour certains produits et même quadruplé pour d'autres, cela est relatif à deux facteurs selon lui. Si le premier porte sur la relative rareté de certaines matières premières amenant à augmenter le prix de leurs produits finis, le deuxième facteur est lié à l'homme lui-même qui, animé d'un esprit de gain substantiel, se livre à l'augmentation exagérée des prix aux grandes dames des pouvoirs publics et qui aussi semble ne pas pouvoir maîtriser la situation car subventionnant insuffisamment ou même presque pas ses produits. Conséquence, souffrance aiguë de la population. Monsieur Tagba appelle au secours et nous invite, s'il est possible, de permettre aux téléspectateurs d'appeler directement dans les émissions de New World Forum car écrit devient long et on perd parfois certaines idées. On étudiera votre proposition, Richard Tagba, et merci. Et nous saluons nos téléspectateurs de Kara. Alors, il évoque une question centrale, professeur Kouchoro, les commerçants, les vendeurs qui font de la spéculation. Comment peut-on lutter contre la spéculation des prix? D'abord, c'est un comportement économique naturel. L'augmentation des prix, comme il le dit, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les biens dont les coûts de production ont augmenté. L'autre, c'est que l'individu qui consomme un bien ou qui produit un bien dont le prix n'est pas augmenté, mais il se dit pour acheter l'autre bien de consommation, ça a diminué son niveau de vie. Et donc lui aussi, il augmente le prix pour pouvoir stabiliser son niveau de vie. Mais en revanche, pour les cas de certains produits pour lesquels l'État a subventionné le produit à la base et qui est supposé repliquer sur le prix, mais que les producteurs là en question ne replient pas sur la diminution des prix, je pense qu'il revient à l'État de faire le contrôle comme cela se doit pour punir sévèrement ceux qui se livrent à ce genre de manœuvres. Parce que si l'État prend des mesures pour subventionner le bien en amont, pour qu'en aval, le prix plus baisser, se permettre de se livrer à ce jeu-là, je crois que l'État peut sévir sérieusement pour dissuader ces genres de comportements. Rodolphe nous écrit de Djidjolé Lomé. Ma question est celle-ci. Tout augmente, mais pourquoi pas le SMIG? Oui, bon, comme je le disais tantôt, je ne suis pas décideur. Et je pense que le SMIG, en augmentant le SMIG, sera deux effets. Première des choses, ça va élever le pouvoir d'achat de la frange de la population la plus faible. Ça va augmenter le pouvoir d'achat, améliorer un peu leur niveau de vie. Mais en partant de l'hypothèse que les SMIC sont respectés toujours dans le secteur privé, en augmentant, ça élève le niveau de vie des citoyens de niveau bas, mais au même moment, ça peut décourager certaines entreprises, surtout les micro-entreprises, à embaucher des gens parce que le coût du travail va devenir de plus en plus cher. Donc, il revient aux autorités de décision de voir la part des choses et quelle serait la meilleure décision à prendre. S'il faut augmenter avec le risque que certains perdent leur emploi ou que les entreprises ne recrutent pas, c'est à eux de faire cette part des choses et prendre la décision. Peut-être les pouvoirs publics ont besoin de vous, de vos recherches pour les éclairer. Nous, on est là à l'université. Diabalo Marcelin nous écrit face à la vie chère, le gouvernement doit augmenter les salaires afin de relancer le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'une augmentation de salaire peut résoudre conjoncturellement la crise économique? Bien sûr, l'augmentation de salaire ne peut que augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, érodé par la vie chère. Maintenant, augmenter le salaire, il faut que l'État dispose les moyens. Donc, il faut que l'État dispose d'abord des moyens, et pour le faire, et c'est la meilleure façon de le faire. Le risque serait que l'État s'endette et augmente les salaires et ne pas être en mesure de supporter ce coût de salaire sur une longue période. L'autre chose qui relève également de l'augmentation de salaire, c'est qu'une fois que
les producteurs ou les vendeurs sont en connaissance de l'information, ils répliquent directement ou également sur le prix, de sorte qu'à long terme, la situation revenait comme si il y avait aucune politique d'augmentation de prix. Et comme je le dis toujours, de telles décisions ont besoin toujours d'être travaillées scientifiquement, d'être réfléchies scientifiquement. Et l'université de Lomé est toujours à la disposition du gouvernement togolais pour une meilleure prise de décision. Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Que le gouvernement vous saisisse pour une étude? Bien Parce entendu. que spontanément, l'université ne peut pas rendre disponible Oui, c'est pourquoi il est très souvent recommandé de financer ces études, ce qui veut dire que très souvent ces résultats-là sont là et au moment opportun, on les exploite. Marcelin Diabalo, il nous écrivait de Dapaon. Cette fois-ci, nous avons une question de Cara. C'est Nestor. Professeur, quels conseils donnerez-vous au gouvernement pour lutter contre la vie chère? Quelles peuvent être les conséquences à long terme de ce phénomène? D'abord, je ne suis pas décideur et donc ce qui me rend difficile une telle prise de décision. Mais je pense que, comme je le disais tantôt, il faut encourager la production locale. Il faut aller dans le sens de ce qui encourage la production locale. Le cas, par exemple, de la production du pain à partir du céréal local, c'est une bonne initiative à encourager. Il y a beaucoup d'autres facteurs beaucoup d'autres secteurs également qui ont besoin de soutien de l'État pour dans ce sens-là. Donc, la production d'huile, par exemple. La production d'huile, parce que vous importez de l'huile et l'État subventionne ce qui est importé, alors que nous avons la capacité de produire localement de l'huile et qui de bonne qualité. Voilà, de bonne qualité et qui créerait davantage de l'emploi. Et donc, moi, à la place de l'autorité, je vais privilégier beaucoup plus tout ce qui va dans le sens de la production locale, qui crée en même temps de l'emploi et des ressources pour les citoyens. Les questions vous sont envoyées de partout, de Dapan, de Kara, de Sokodé, de Noche, de Lomé. Vous recevez des coups de partout, hein, pour ça. Cette fois-ci, c'est de Dablamé. Et c'est Isaïe qui nous écrit bonjour Niwoud, bonjour pour le thème. Je salue donc mon professeur. Que proposerez-vous s'il vous revenait de prendre une décision pouvant soulager un tant soit peu les Togolais en ce moment très difficile de la vie chère? Oui, de la politique fiction, si vous étiez. Oui, bon, en partant de l'hypothèse que l'État dispose des moyens, dispose des ressources, je pense qu'il faut cibler les secteurs vitaux. Cibler les secteurs vitaux et accompagner l'économie et les citoyens dans ce sens. Et comme je le disais tantôt, tout en accompagnant dans le secteur vitaux, il faut privilégier la production locale. Il faut encourager la transformation des produits locaux. Comment peut se faire ces formes d'encouragement? Oui, je pense que ça peut être réfléchi si je pars toujours de l'hypothèse du pain produit à base du céréal local. Je pense qu'ils vont faire face à un problème de demande de biens sur place. Comment encourager la production de ces biens-là pour pouvoir fournir les boulangers de la production locale. Et peut-être s'il le faut même les aider de façon d'un point de vue fiscal pour pouvoir les encourager dans ce sens-là. Bon, je crois qu'il est difficile dans l'immédiat de faire des propositions, mais dans ce sens, je pense que des réflexions doivent être menées. Il nous revient de cibler aussi les secteurs prioritaires parce qu'on ne va pas privilégier la production locale parce qu'il faut privilégier, non. Il faut cibler des secteurs, les secteurs ayant des enjeux nationaux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir dans quelle mesure on peut accompagner le producteur et aller également dans la transformation de ces biens-là. Vous voyez, il y a de petites initiatives des Togolais actuellement, la production de jus à partir de nos fruits produits localement, c'est aussi des choses à encourager plutôt que d'importer tout le temps ce qui vient de l'extérieur. Peut-être sensibiliser aussi, l'homme ne vivra pas seulement de pain à base de blé. Pierrot nous écrit de l'Iowa aux États-Unis. Bonjour le plateau. Je voulais savoir si le Togo peut vraiment aider sa population. Prenons le cas de l'écroulement du pont d'Amakwapé qui avait impacté l'économie togolaise. Nous n'avons pas appris visiblement, nous n'avons pas appris de leçons pour avoir une route secondaire. La nationale numéro 1, qui elle-même souffre déjà. L'économie intérieure souffrait déjà avant la
la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne est venue enfoncer les clous. Les péages sur nos routes ne font que punir la population. Ici, les États qui ont des péages diminuent les taxes sur les véhicules, vice-versa. Mais chez nous, on ne comprend rien. Faut-il revoir la taxation au niveau des péages? Oui, je pense que l'idée qui sort de sa question, c'est l'appareil productif. Nous avons un appareil productif qui n'accompagne pas les producteurs. Il parle par exemple de la nationale numéro 1 avec le pont, les fondements de pont d'Amakpapé. Cela a engendré la difficulté à faire des échanges entre les pays qui se trouvaient en amont du pont et en aval du pont. Et également, nous avons un port. Le Togo a un port, une économie fondée sur le port. Le port fait une bonne contribution à l'économie nationale. Mais nous sommes en concurrence avec d'autres ports, d'autres pays. Et donc, si il faudrait que le Malien, le Nigérien viennent au Togo, choisissent le port autonome de Lomé et qu'ils leur faut mettre une semaine pour aller dans leur pays avant de sortir du territoire togolais, alors que de l'autre côté, s'ils choisissent d'autres pays, ils peuvent aller chez eux rapidement, ils vont préférer là où les routes sont bonnes. Je pense que nous avons un appareil productif qui est un peu vétuste, qu'il faut donc renouveler à travers la construction des routes. Il faut rendre les routes vraiment propres pour faciliter les échanges. Ensuite, nous avons également de l'énergie qui coûte très cher au Togo. De l'énergie qui doit entrer, l'électricité et les autres, qui doivent entrer dans la production des biens. C'est ça là, ça coûte tellement cher que ça décourage la production et ça ne permet pas de produire et de concurrencer ce qui vient de l'extérieur. Donc, en gros, tout ce qui entre dans la production devient beaucoup plus cher. L'appareil productif, il faut réfléchir par rapport à ça. Eh bien, professeur Couchereau, en parlant des moyens de transport, comment comprenez-vous le fait que pendant la colonisation, en si peu de temps, des lignes de chemin de fer ont été tracées, mais depuis l'indépendance, depuis 60 ans, les pays africains n'ont pas réussi à prolonger, même à entretenir ces chemins de fer qui ont été construits pendant la colonisation. Oui, vous savez, à l'époque, il faut aussi se demander, c'est qui construisait ces chemins de fer? C'est nos populations et c'était aussi presque gratuitement. Et les chemins de fer qui étaient construits à l'époque, il faut le dire que ce n'est pas nécessairement dans le sens de l'intérêt de nous, notre pays. C'est pour une meilleure exploitation des colonies. Donc ce n'était pas fait nécessairement dans le sens de faire fonctionner nous, notre économie. C'est une façon de mieux exploiter les colonies et enrichir l'Occident. Et donc maintenant la question c'est pourquoi à l'époque ça se fait et qu'aujourd'hui ça ne se fait pas. Je pense qu'il est nécessaire, à mon avis, de revoir également la copie par rapport à ça, privilégier à la fois la route et les chemins de fer. Et là, je pense qu'il faut réfléchir à une politique dans ce sens-là. Bonjour à vous sur le plateau de New World, surtout mon grand frère Couchereau. Ma question est de savoir pourquoi le gouvernement ne fait pas des enquêtes sur les prix fixés sur le marché. Prenons l'exemple de l'augmentation des prix d'huile. L'État a rabaissé le prix au niveau des grossistes, mais au niveau des détaillants, le prix est toujours haut. C'est la population qui subit les conséquences. Ma deuxième question est de savoir pourquoi on dit souvent consommant local, mais les produits locaux sont plus chers que les produits importés au Togo. Oui, d'abord à la deuxième question, je pense que c'est très clair. Et souvent, les produits qui viennent de l'extérieur proviennent des entreprises qui ont une expérience de production qui leur permet de produire moins cher et avec plus de qualité que ce que nous avons ici chez nous. Et il faut plus d'expérience à nos producteurs locaux pour produire avec qualité et à moindre coût. Malheureusement, nos entreprises font face à ces réalités. Comme je le disais tantôt, il y a de l'énergie qui coûte cher, il y a l'appareil productif qui est vétuste. Tout ce qui entre dans la production fait que le prix à la sortie devient cher et donc n'arrive pas à concurrencer ce qui vient de l'extérieur. C'est pourquoi je dis le côté positif peut-être de cette crise, c'est qu'avec le temps, le bien importé va commencer par coûter très cher relativement au bien produit localement, ce qui permet aussi à ces entreprises locales d'avoir de l'expérience à produire à moindre coût et avec qualité. Donc ce serait donc l'intérêt avec la crise, c'est le côté positif de la crise qui va permettre donc à nos entreprises de pouvoir acquérir ces gains de compétitivité. Nos entreprises n'arrivent pas à être compétitives simplement parce qu'elles n'ont pas cette chance-là. Et en privilégiant la consommation locale,
c'est une façon d'aider ces entreprises-là à long terme à produire à moindre coût. Et pour cela, je pense que c'est une question de mentalité également, où on préfère toujours ce qui vient de l'étranger que ce qui est produit localement, alors que nous connaissons au moins la qualité en termes hygiéniques de nos biens. Ce qui vient de l'extérieur, on n'a pas toujours la garantie en ce qui concerne le caractère hygiénique de ces biens-là. Il faut encourager. Et donc, je pense que c'est aussi aux autorités, à nos autorités politiques, communales, préfectorales, de donner le ton, de nous montrer comment on consomme localement. Parce que quand vous devez annoncer la consommation locale, il faut que ça se voit aussi dans nos comportements, dans nos habitudes gastronomiques, dans nos habitudes vestimentaires et dans tous nos comportements. Ici sur le plateau, il n'y a que vous qui êtes bien habillés, et donc celui qui est devant vous, il est toujours de façon occidentale, ce qui n'encourage pas la production locale. Vous avez intérêt à venir autrement sur le plateau la prochaine fois. Mais c'est toujours ici au Togo. Ah bon, nous avons une question de Sokoré. C'est Akpaki qui nous écrit de Sokoré. Bafni Kozon. On m'a appris Kotokoli la dernière fois sur le plateau. Je pense que j'ai bien prononcé Bafni Kozon. Salut Niwod, nous vous remercions pour le thème. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur Akpaki. J'interviens justement par rapport aux causes du ralentissement économique de notre pays, le Togo. Je crois que vous énoncez les causes lointaines, le conflit Russie-Ukraine, l'instabilité politique régionale même est une grande cause. Nous avons un contexte politique sous-régional tendu actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que les crises politiques qui gangrenaient la sous-région actuellement sont des causes immédiates du ralentissement économique du Togo. Exemple, les sanctions qui ont été infligées au Mali par la CEDEAO ont eu des retombées sur le Togo. C'est le point de vue d'Akpaki. Oui, je pense que la crise malienne a un effet également sur nos économies de l'Afrique de l'Ouest. À mon avis, c'est des décisions qui ont été prises peut-être d'une façon ou d'une autre et dont les ampleurs n'ont pas été peut-être mesurées au départ. Mais je pense que si c'est face à ces genres de situations, des réflexions beaucoup plus mûries devront être menées afin d'éviter à ce que l'on se pénalise par rapport à certaines décisions. On se tire une balle dans les pattes. Voilà. Mais cela m'amène à vous poser la question sur le conflit Russie-Ukraine. En réalité, est-ce que c'est la guerre elle-même qui est le problème ou les sanctions occidentales imposées à la Russie C'est les deux combinés. C'est les deux combinés. D'abord, quand il y a la guerre, il n'y a plus de production. Et maintenant, les sanctions viennent renforcer ensuite viennent renforcer les causes liées à la guerre. Et je pense que c'est, à mon avis, cela soulève une question. C'est-à-dire, les Africains doivent savoir que le monde, dans cette décision, ne pense pas à eux. Et donc, nous aussi, nous devons prendre nos décisions sans nécessairement avoir l'avis des autres. Et le monde sait, tout le monde entier sait ce que l'Africain représente pour eux. Mais l'Africain, lui, ne sait jamais, il ne sait pas ce qu'il représente pour le monde entier. Il suffit seulement que l'Afrique ferme ces portes-là, les conséquences seront pires que ce que nous connaissons aujourd'hui avec la guerre en Russie et en Ukraine. Mais les sanctions pèsent visiblement sur l'Europe. Pourquoi elles continuent de les maintenir? Je pense, à mon avis, que c'est des décisions politiques. Et donc, n'étant pas européen, et ça va être difficile pour moi d'apprécier L'euro chute beaucoup aujourd'hui. Est-ce que cela a des conséquences sur la zone CFA, par exemple, qui est arrivée à l'euro? Oui, avec la crise où on a la dépréciation de la monnaie européenne par rapport au dollar, il y a deux phénomènes qui se présentent. D'abord, de facto, ça agit sur la monnaie CFA qui également se déprécie par rapport au dollar, ce qui permet de booster les exportations et donc créer davantage de l'emploi. Mais il faudrait avoir des productions avant de pouvoir les exporter. Absolument. Et de surcroît, nous dépendons quasiment de l'extérieur. Même nos matières premières qui entrent dans la production de nos biens viennent de l'extérieur, faisant que quand nous importons ces biens avec la dépréciation de notre monnaie par rapport au dollar, ça rend les produits et les matières premières chères, faisant que la production devient de plus en plus chère pour nos pays. Que faut-il faire? Que pouvez-vous préconiser? À mon avis, il revient aux autorités monétaires de prendre la meilleure décision.
créer leur propre monnaie comme les gens supplient depuis un moment. Il revient donc aux autorités monétaires, aux autorités politiques de prendre la meilleure décision. Que disent les études dans ce sens? Pour le moment, les réflexions sont en cours. Je comprends votre réponse. Alors, nous allons répondre à Mohamedou depuis Anié. Bonjour le plateau. L'état actuel de l'économie de l'Afrique n'est-il pas lié à l'esclavage et à la colonisation qui ont désorienté les Africains? Oui, je pense que, attention, avertissement, comme je le disais tantôt, la colonisation n'est pas la cause principale de notre situation actuelle. Comme je le disais, il y a des pays qui ont été colonisés, qui sont aujourd'hui dits développés, et des pays qui n'ont jamais été colonisés en Afrique, qui sont sous-développés. Et donc, du coup, il est difficile de conclure que la colonisation est la cause principale. Néanmoins, elle en est une cause, puisque ça a entraîné une désarticulation depuis l'esclavage jusqu'à ce jour. Et même parfois, on a tendance à penser que le développement doit être à l'occidental. Pourquoi dites-vous que si on doit se développer, ça doit être de la façon dont les Occidentaux se sont développés? Parce que vous n'avez pas encore créé en tant que chercheur le modèle africain de développement. Oui, bien. Pourquoi voulez-vous que la trajectoire que les Européens ont suivi pour aller vers le processus de développement, pourquoi voulez-vous que ce soit la même trajectoire alors qu'ils n'ont pas connu les mêmes phénomènes que nous? Les Occidentaux n'ont pas connu l'esclavage, ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu la mondialisation à outrance que les Africains subissent aujourd'hui. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions. Les mêmes causes ne produisent les mêmes effets que lorsque l'on est dans les mêmes conditions. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Voilà, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions pour suivre le même développement et la même trajectoire pour aller vers le développement. Vous n'avez pas encore créé le modèle africain de développement. On est toujours en train de réfléchir. Ça fait plusieurs sujets sur votre table. Fabrice Yomi du Niger, il nous écrit de Niamey. Bonjour à votre invité qui est au plateau aujourd'hui. Vous nous avez privé de notre papa Kegoé Sogoyou. Kegoé Sogoyou, vous reviendrez très bientôt. Le sous-développement de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone, est en grande partie la malchance de l'Afrique d'avoir connu la France comme métropole qui pille les ressources naturelles de l'Afrique et qui l'empêche de créer sa propre monnaie. Les pays africains qui sont colonisés par l'Angleterre sont plus développés que l'Afrique francophone. C'est une vérité que vous partagez? Oui, ça dépend. Dans la mesure où il y a une étude qui a été menée par un économiste qu'on appelle Douglas North, qui a étudié un peu la trajectoire économique des pays occidentaux, notamment de la France et de la Grande-Bretagne et d'autres pays, et a constaté que l'économie anglaise, avant la colonisation, pendant la colonisation, était fondée sur ce qu'ils appellent le droit de propriété, alors que l'économie française à l'époque était beaucoup plus concentrée par l'enrichissement de la cour du roi. Et donc, de ce point de vue, l'économie britannique, à l'époque de l'étude, était beaucoup plus dynamique que l'économie française. Avec la colonisation, chacune de ces puissances a transmis sa forme institutionnelle aux colonies, faisant que, en transmettant leur forme institutionnelle, les pays anglophones sont demeurés beaucoup plus dynamiques que les pays francophones du fait de la transmission de la forme institutionnelle que leur puissance coloniale avait à l'époque. De même, le modèle économique. Si, le modèle économique. Le modèle de colonisation était différent. Nous avons adopté. Si vous voyez les Anglais, les Ghanéens, par exemple, ils ont des comportements presque proches des Britanniques. Quand vous voyez les Togolais, ils ont des comportements, même en termes de loi. Même la Constitution, parfois, c'est plagié totalement. Donc, nous avons copié, je dirais, de façon même parfois qui ne nous arrange pas, de part et d'autre. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut qu'on tropicalise nos réalités. Christophe, Atapamé, la ville, cette colline. Bonjour le Planel, salut spécial au professeur, toujours jeune comme en 2018, hein. Ça je le confirme. À 2 mètres de lui, oui, je peux vous confirmer son extrême jeunesse malgré
les années qui passent. Donc, je l'ai connu en 2008, c'est Christophe qui l'écrit. Ma question est la suivante. On nous a fait croire depuis longtemps que les USA, les États-Unis sont les grands pourvoyeurs de fonds et de toute autre chose au monde. Est-ce que cette affirmation n'est pas démystifiée aujourd'hui avec la cherté de la vie, le gaz, le blé, l'huile, le carburant, etc., causée par la guerre russo-ukrainienne? Oui, ce que je trouve de cette question, c'est, vous avez dit, par exemple, vous avez parlé des questions de médias, où je vous répondais que aucun média n'est neutre. Et donc, les médias ont contribué aux Africains, ont contribué à faire croire aux Africains que tout ce qui est bon vient toujours de l'extérieur et que les puissances économiques ne sont intouchables. On ne peut pas les toucher, pas les crises. Mais les réalités nous montrent aujourd'hui qu'ils ont aussi des faiblesses et que nous ne devons que compter sur nous-mêmes, à tout point de vue. Notre prochain téléspectateur nous interpelle à regarder de près la situation d'une société de production de mèches au Togo. Pourquoi pas, on va regarder, on va voir ce qui s'y passe. Il s'intéresse aussi au fonds alloué à la gestion de la pandémie Covid-19. Il demande des comptes. Ah, c'est pas moi qui ai géré les fonds. Autrement dit, est-ce que c'est nécessaire pour vous de temps en temps que des comptes soient publiquement faits pour ces genres de programmes? Je pense que si nous parlons vraiment de la question, il faut responsabiliser toujours. Et dans ce sens, il faut rendre des comptes. Et si l'on sait que l'on doit rendre des comptes, ça évite à ce qu'il y ait des abus. Volontaire ou involontaire. Donc la question est la bienvenue, mais adressée beaucoup plus à ceux qui ont géré les fonds Covid. Simlewa Eso Dawangelo Kara, bonjour Liwod et à son invité. L'économie togolaise et africaine n'ont pas une issue dans les conditions actuelles. Si je prends le cas du Togo, c'est une économie déconnectée d'une fondation solide. La production est négligée au profit du tertiaire. L'agriculture, les mines et la transformation sont en crise. Mais il faut voir le numérique qui retient toute l'attention des autorités alors qu'on ne maîtrise rien dans la production des éléments qui rentrent dans la numérisation. Je suis vraiment déçu de la gestion actuelle de la vie chère. Je peux vous assurer que l'avenir économique du Togo est très sombre actuellement. Même au village, le maïs coûte très cher malgré la sortie de nouveaux maïs. Simlewa Eso. Il est pessimiste. Oui, la question qu'il pose est vraiment pertinente dans la mesure où l'économie togolaise est comme la plupart des pays africains où nous avons le secteur primaire, secondaire et tertiaire. L'économie est dominée beaucoup plus par le secteur primaire. En principe, il y a une transition où nous avons le secteur primaire qui nourrit le secteur secondaire qui crée beaucoup plus de valeur ajoutée, qui crée davantage d'emplois avant d'aller vers le secteur tertiaire. Mais malheureusement, dans nos pays africains, on a sauté on a sauté le secteur primaire et le secteur tertiaire domine beaucoup plus, alors que le secteur tertiaire ne produit pas suffisamment de valeur ajoutée, ne crée pas davantage d'emplois. Et donc, il faut la transformation des produits agricoles pour doper davantage le secteur secondaire. Ensuite, concernant la problématique numérique, je pense que la question est fondamentale aujourd'hui et c'est le centre de la recherche, nous, dans le laboratoire que je dirige actuellement à l'université de Lomé, c'est la question du numérique, l'économie numérique dans le développement économique. Donc la plupart de nos publications sont un peu dans ce sens-là aujourd'hui. Le numérique repose sur le numérique constitue un poids lourd aujourd'hui, un élément important dans la productivité, dans la création d'emplois, dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre les inégalités. Et donc, il nous faut aller vers le numérique. Et de ce point de vue, il faut que l'académie, la formation université également, soit beaucoup plus orientée vers la production de ces compétences-là pour répondre à ce besoin du marché de l'économie togolaise. Un Fabre à Mango, bonjour le plateau. Les chercheurs africains cherchent, mais la population ne voit jamais ce qu'ils cherchent. On vous envoie une pique, professeur. Les Occidentaux ont trouvé des vaccins pour Covid, mais en Afrique, rien. On dépense des milliards pour enrichir ces derniers. Et nous, on meurt de faim. À quoi servent nos universités?
Nos universités ont produit des gens comme moi, et donc qui ne sont pas inutiles pour l'économie togolaise. Et donc même si on n'est pas à la hauteur de l'attente, il y a quand même une contribution. Et donc si vous dites qu'il y a production de vaccins, posez-vous la question, qu'est-ce qui a été mis à la disposition de ceux qui ont produit ces vaccins-là? Donc il y a des ressources qui ont été mises à la disposition avant d'y arriver. On n'a rien sans rien. Les chercheurs, les médecins togolais, les physiciens, les chimistes togolais, s'ils avaient les mêmes moyens que ces Occidentaux qui ont produit les vaccins, s'ils avaient les mêmes moyens, je pense qu'ils feraient mieux d'ailleurs que cela, avec même de l'éthique africaine qui va pouvoir les accompagner. Donc, dire qu'ils cherchent, ne trouvent pas, ou bien ils sont pas utiles, ou bien ils ne contribuent pas. Vous devez voir que tout ce que nous donnons comme formation à nos étudiants aujourd'hui, c'est souvent le fruit de nos recherches que nous transmettons à nos étudiants, même si vous n'arrivez pas à les toucher du doigt. Lors de la crise Covid-19, vous allez voir que beaucoup de nos étudiants ont produit des biens, des respirateurs, des cache-nez. Nos étudiants ont inventé beaucoup de choses. C'est-à-dire, il suffit seulement de le mettre dans les meilleures conditions. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Moi, je ne doute pas de la qualité de nos étudiants. Nous avons besoin seulement qu'on les mette dans les meilleures conditions. Ils vont être très utiles pour la société. Mohamed s'interroge sur la gouvernance dans le contexte de crise économique. Est-ce que la crise économique n'est pas due aussi à une mauvaise gestion, la corruption, etc. Oui, c'est les caractéristiques de la plupart des pays africains qui sont caractérisés par un niveau de corruption assez élevé, également d'instabilité politique, d'instabilité sociale et d'autres formes d'institutions qui sont des facteurs qui ne vont pas dans le sens du bon fonctionnement de l'économie de nos pays. Donc il revient aux autorités de faire des efforts, il revient également aux citoyens de mettre en place toutes les structures possibles pour pouvoir contrôler l'action de l'État. C'est une question de rapport de force quand même. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, on va y arriver. Oui, mais est-ce que véritablement la corruption est un élément négatif pour la croissance économique? J'ai écouté des économistes dire que la corruption, en réalité, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'économie. Oui, la corruption a deux teneurs. Il y a la toxicité et la tonicité. La corruption, dans une certaine mesure, selon la théorie économique, permet de rendre l'économie plus tonique. C'est-à-dire, face à une administration qui est trop rigide, la corruption constitue un lubrifiant qui rend un peu flexible l'économie et qui permet de mieux fonctionner. C'est une forme de redistribution des... Oui, ça permet cette redistribution, ça permet de... Lorsqu'on est trop rigide, ça permet de rendre flexible certaines décisions. Voyez-vous, au même moment, la corruption a un caractère toxique dans la mesure où elle empêche le bon fonctionnement de l'économie. Dans une certaine mesure, ça permet de ne pas faire fonctionner avec efficacité l'économie. Maintenant, quand vous parlez de la tonicité, jusqu'à quelle limite doit-on tolérer la corruption pour qu'elle soit tonique? Ne connaissant pas cette limite-là, la corruption a beaucoup plus fait du tort à l'économie qu'elle n'a eu davantage. Et donc la corruption est une réalité à combattre à tout point de vue. Les afro-partisans de l'arrimage du CFA à l'euro qui n'ont pas compris que l'euro trop forte n'est pas favorable au pays CFA comprendront certainement avec la baisse de l'euro. Bonjour Forum, merci. C'est Pablo, est-ce que vous avez compris la question? Oui, il pose la question de l'arrimage du franc CFA à l'euro et pour lequel il y a deux tendances. Ceux qui disent qu'il faut sortir carrément du franc CFA pour aller vers une monnaie ouest-africaine, ceux qui exigent plutôt que l'on soit dans le statu quo. L'un ou l'autre, il y a toujours des avantages et des désavantages. Je crois que nous avons organisé, l'université de Lomé avait organisé une réflexion, une grande conférence de 3 jours, menant à une réflexion sur les opportunités
d'une décision comme le maintien des statu quo. Et donc, nous espérons que les résultats sont là, les rapports sont là. Nous Justement, que disent que, les résultats? C'est un document volumineux de 300 pages. On résume une thèse parfois en 180 secondes. Hein? Ouais, donc, donnez-moi à peu près 1 heure de temps, je vais y arriver pour vous. Donc, nous avons transmis ces résultats aux autorités et donc, il revient, comme je le disais. Oui, mais en gros, est-ce que les résultats prônent le statu quo ou une évolution? Les résultats nous amènent à plus de réflexion. Ça nous amène à une réflexion pour arriver à convaincre ceux qui seraient réticents à l'innovation, à des changements ou à rester dans le statu quo. Et donc je pense que, en tout cas, on espère qu'on aura les moyens d'organiser une seconde édition, ce qui permettra donc d'approfondir les résultats dans ce sens. Je pense, à mon avis, que la décision est politique. Elle est politique et il revient aux autorités monétaires et aux autorités politiques de prendre la meilleure décision pour l'économie ouest-africaine. Professeur, s'il vous plaît, en quoi la privatisation des entreprises de l'État contribue-t-elle au développement économique? Ça a son revers, ça a son pour comme le contre, comme je le disais. L'économie est une situation binaire, le pour et le contre, le bon et le mauvais, le yin et le yang peut-être, je ne sais pas. Mais parce que on a parlé de la corruption, les entreprises publiques ne sont pas bien gérées et donc l'État dépense énormément pour des entreprises qui n'arrivent pas à répondre à ce pourquoi l'État les appuie. C'est pour pouvoir répondre à des besoins sociaux. Mais malheureusement, avec tout ce que l'État injecte dans ces ressources-là, à cause de la corruption, à cause de la mauvaise gestion, ces entreprises n'arrivent pas à être à la hauteur. Donc d'où l'idée de les privatiser. Mais le problème que ça se pose, lorsque ces entreprises, dans la majeure partie des cas, sont des monopoles publics, et quand vous en transformez une entreprise en situation de monopole public en monopole privé, or, le monopole, dans ce sens-là, ça épuise tout le surplus du consommateur. C'est-à-dire, ça ne permet pas le bien-être global. Et donc, vous voyez, quand l'État est dans une situation de monopole, l'État, c'est dans le sens du bien-être de la population. Mais quand ça devient privé, c'est dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Qu'est-ce qui empêche l'État de conduire ces entreprises de façon orthodoxe? Oui, moi non plus, il est difficile pour moi, étant donné que je ne suis pas au fond donc de la gestion de ces entreprises. Que disent les recherches? Les recherches montrent qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et malgré les subventions que l'État apporte, pas que des dirigeants, aussi des employés. Nous avons des entreprises publiques dans nos pays. Quand vous appelez pour avoir un service, on va vous répondre comme si vous venez demander une extension de crédit. Et donc, vous voyez, depuis l'employé, au bas niveau, jusqu'au sommet... ceux qui demandent des extensions de crédit, mais sont chouchoutés. Voilà, mais ce n'est pas toujours le cas dans nos entreprises publiques. Où vous êtes traité comme, puisque le gars se dit, mais à la fin du mois, j'ai mon salaire, et qu'ensuite, pour le licencier, tout un processus, parce que c'est l'État. Et donc, du coup, alors que pour l'entreprise privée, c'est vite fait, vous n'agissez pas bien, on vous met hors du système. Mais au même moment, lorsqu'on devient du public, ça devient privé, vous voyez que le gain, c'est dans l'intérêt de l'entreprise et non dans l'intérêt de la population. Faut-il injecter une dose de management privé dans le public? Oui, on peut. Comme certains pays l'ont fait, au Bénin par exemple. Oui, on peut être dans ce sens-là, avoir des entreprises semi-publiques, de sorte que la gestion soit beaucoup plus au niveau du privé, qui rend compte donc à l'État qui est beaucoup plus dans le conseil d'administration. Question... oui, de la privatisation, nous avons déjà répondu à M. Akpaki. Bonjour le plateau, merci beaucoup mon professeur de microéconomie et doyen. S'il vous plaît, quel modèle économique sera adapté au Togo dans cet environnement de changement de l'ordre mondial, comme le dit la plupart des observateurs? Benjamin de l'Egbasito, toujours jeune comme en 2008, en deuxième année dans l'Amphi 500. 2008, ça fait 14 ans. Hein. Si, ça fait 14 ans, 15 ans. Donc ça veut dire que je me fais aussi déjà vieux. Mais les téléspectateurs ne remarquent pas les rides sur vous. Donc, oui, mais bon, vous allez partager vos recettes avec nous. J'ai eu à encadrer des étudiants depuis la première année jusqu'en doctorat.
Donc, ce qui veut dire, j'ai mes étudiants qui ont leur thèse de doctorat aujourd'hui, depuis la première année jusqu'à ceci, que j'ai encadré en doctorat, qui sont dans des grandes structures aujourd'hui, aussi bien au Togo qu'à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que le parcours a été long. Donc, comme le dit tantôt quelqu'un, à quoi ils servent les universitaires, sachez que j'ai produit des étudiants qui enseignent aujourd'hui en Occident, et qui ont eu le doctorat ici, qui enseignent à l'Occident. Et donc, du coup, on n'est pas si inutile que ça. Et donc, revenons à la question de... c'est Benjamin. Hein? Oui, par rapport au modèle économique, je pense que nous copions toujours de l'étranger. Nous avons tendance à croire que tout ce qui vient de l'étranger est toujours bon et ce qui est du Togo est toujours mauvais. Et donc, je pense que nous avons des comportements. Est-ce que nous devons appliquer le capitalisme à outrance, ou bien est-ce que nous devons aller dans le socialisme à outrance, ou bien nous devons être dans le système médian? Nous sommes un peu dans le système médian, mais à mon avis, il faut réadapter les réalités à nos économies. Il faut qu'on aille vers le sens, comme je le dis, de la production locale et de la consommation locale. Notre modèle économique doit être dans ce sens-là. Il est vrai que le Togo ne peut pas vivre isolé. Le Togo, ça fait à peine 8 millions. 8 millions, c'est pourquoi nous devons ici être dans un processus d'intégration sous-régional, pour que le Togolais puisse aussi avoir le marché du Bénin, le marché du Nigeria, plus de 200 millions, je crois. Et donc, on doit être dans ce modèle-là, orienté vers une production locale, une consommation locale, avec une ouverture aussi vers la sous-région pour permettre aux économies, aux entreprises togolaises d'avoir les marchés sous-régionaux. Cette fois-ci, c'est Clément Delomé qui nous écrit. Ma question, ça ne serait pas plutôt que la taxation sur les produits importés par une population bénéficie plutôt à l'État que de doper la production locale, car certaines choses peuvent être produites localement par l'État sans investir beaucoup d'argent, mais on ne comprend toujours pas. Est-ce que vous avez compris sa question? Oui, c'est-à-dire qu'en taxant, l'État en tire profit que les citoyens. En fait, pourquoi attendre que ce soit l'État qui produit? Il faut que la production revienne beaucoup plus au privé où c'est mieux géré. L'État ne peut pas se permettre de taxer n'importe comment les biens qui sont importés, parce que nous sommes aussi dans une sous-région avec le TEC qui impose à ce que la taxation suive certaines normes. Maintenant, si l'État taxe parfois, ce n'est pas dans le sens de décourager le citoyen ou bien de se faire que des sous. L'État taxe parfois pour encourager les produits, l'essor des produits locaux. Parce que si le Togolais produit un bien qui coûte le même prix, avec qualité, même qualité, qui coûte plus cher que ce qui est importé, en taxant ce qui est ce qui est importé, c'est pour permettre aux citoyens de consommer ce qui est produit localement. Parfois, l'objectif de l'État, ce n'est pas nécessairement de se créer des ressources, mais parfois, c'est pour pouvoir soutenir la production locale. Bonjour, cher invité. Le dollar étant une monnaie d'échange international, supposons que le Togo exporte le phosphate à $1000. Cette somme est-elle directement versée à la BCEAO ou à combien en CFA revient au Togo, sachant que cette monnaie est arrivée à l'euro, ou bien la France retient une somme d'abord? C'est des questions qui sont d'autres politiques, d'autres ceci, mais bon... mais c'est une question technique avant tout. Oui, et parfois j'ai envie de rentrer chez moi en un seul morceau, et donc du coup, j'évite au mieux possible. Bon, pour cette question, je préfère ne pas réagir. C'est une question pertinente quand même, mais je crois que ça ressort de l'autorité monétaire qui sait tout ce qu'il y a comme procédure. Mais quand vous êtes Togolais, vous vendez un bien à $1000, automatiquement, les $1000 sont transférés sur vos comptes en francs CFA. Maintenant, comment c'est géré au niveau de la Banque centrale? Qu'est-ce qui est mis au Trésor public français? Qu'est-ce qui revient à la Banque centrale? Ça, c'est au niveau de la Banque centrale de pouvoir apprécier. Oui, mais est-ce que le mécanisme, est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est transparent? Oui, bien sûr, mais écoutez, il suffit seulement d'aller lire tout ce qui se fait, comment ça se passe, et donc ça va être. Donc, on lit. Mais on ne sait pas si c'est ce qui est écrit est toujours ce qui est faisable. Donc c'est une situation complexe sur laquelle je ne souhaiterais pas vraiment m'avancer là-dessus. Voilà. On comprend votre prudence. Nous tirons vers la fin de notre émission. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas de risque
de voir la planète plonger dans un cercle qui va d'urgence en urgence désormais? De toute façon, on était toujours dans l'urgence tout le temps. Vous allez voir que les gouvernements du monde entier, ils sont beaucoup plus dans l'urgence que dans le durable. Et donc, on a l'impression qu'on on a une course contre la montre. Et je pense qu'il est nécessaire de revenir aussi à du durable. Et de l'urgence à l'urgence, il y a toujours des crises qu'on n'arrive pas à éviter. Et voilà, je recommande fortement aux autorités politiques, au même moment qui font face à des urgences, il faut être dans une politique de long terme. Il faut savoir là où on va. L'urgence ne te permet pas nécessairement d'être dans l'objectif qu'on se fixe. Il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Je crois qu'on doit se fixer un objectif et donc trouver tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif et tirer leçon de l'histoire, car celui qui ne tire pas leçon de l'histoire est condamné à la revivre. Que nous réserve l'économie mondiale en 2023? Si la situation perdure, c'est sombre, avec de l'incertitude. On va espérer que de façon diplomatique, la crise trouve une solution pour qu'on retrouve une situation normale. Pour l'Afrique, ça signifie quoi? La famine, la rareté de la nourriture? Je crois qu'il ne faut pas toujours suivre les médias qui tout le temps indexent l'Afrique de famine. Il suffit qu'il y ait une petite famine dans un village très reculé de Paratao au Togo pour que les médias occidentaux amplifient pour dire que toute l'Afrique a faim. Il faut relativiser toujours ce que les médias occidentaux racontent. Il faut être très prudent par rapport à ce que nous sommes dans le besoin, certes, mais aussi nous apportons une contribution à la production mondiale. Tout ce qui se dit, on a l'impression que parfois les médias occidentaux font du sensationnel et amplifient ce qui est très mauvais pour l'Afrique et ne parlent jamais de l'Afrique qui gagne. Il est vrai, il y a beaucoup de problèmes en Afrique, mais aussi nous avons aussi des réalisations qu'il faut mettre en avant. Si la crise perdure, ce serait l'opportunité aussi pour l'Afrique de se prendre en charge, de savoir que il revient à chaque Africain de travailler pour l'Afrique. Et ça va permettre à ce que la production soit endogène pour répondre à nos besoins locaux, plutôt que d'attendre toujours de l'extérieur qui nous laisse croire qu'ils sont là pour nos biens. Non, personne ne peut quitter son pays pour venir au Togo pour dire qu'il veut nous aider s'il n'a pas un agenda caché derrière la tête. Nous avons la responsabilité de nous prendre en charge, de former nos jeunes, de faire comprendre aux jeunes que seul le travail pour l'Afrique peut nous sauver et rien d'autre. Merci, professeur Maouli Kodui Kouchouro. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également de m'avoir invité. Nous espérons que 2023 sera, malgré les prédictions, sera plus agréable, sera meilleur que 2022. Nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci à la réalisation et à Rebecca Vessou qui a assuré la qualité des caméras. À vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre contribution. Tout de suite, c'est une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.